un humble agriculteur dont la ferme était au bord de la faillite, s'agenouilla dans son champ stérile pendant la pire sécheresse et fit une promesse à Dieu. Quand la pluie tomba uniquement sur sa propriété, tous furent perplexes. La récolte fut doublée, mais les voisins répandirent de terribles rumeurs. Cette foi inébranlable transforma non seulement sa terre, mais toute la région. Une histoire émouvante de persévérance divine qui changera votre perspective à jamais. Laissez un j'aime, abonnez-vous et commentez de quelle région vous regardez. Cette bénédiction, dans le silence de la terre sèche, où le soleil châtie sans pitié et où le vent soulève la poussière des espoirs perdus, vivait Antoine Dubois. Homme aux mains calleuses et au visage marqué par le temps, il portait sur ses épaules 53 ans d'une vie dédiée à la culture de la terre dans le département du Gard. Sa petite exploitation, héritée de son père qui l'avait reçue de son grand-père, était tout ce qu'il possédait en dehors de la foi inébranlable qu'il gardait dans sa poitrine comme son bien le plus précieux. Ce matin-là, comme tous les autres des 8 derniers mois, Antoine se réveilla avant l'aube. Le ciel encore sombre semblait se moquer de ses prières pour la pluie. Assis au bord de son lit, il observa le visage endormi de Madeleine, sa compagne depuis 30 ans, qui même dans son sommeil portait des marques d'inquiétude. À côté, sur la table de chevet usée par le temps, reposait l'unique photographie, encadrée de la famille au complet. Lui, sa femme, son fils Julien et sa fille Sophie. Cette image, capturée en des temps meilleurs, semblait maintenant appartenir à une autre vie, une réalité lointaine que le vent de la sécheresse avait emportée. La pire sécheresse des 50 dernières années frappait impitoyablement la commune de Saint-Martin-des-Roches. Les nouvelles qui arrivaient par la vieille radio de la cuisine étaient toujours les mêmes. Réservoirs au niveau critique, petits agriculteurs abandonnant leurs terres, familles entières migrant vers les grandes villes. Mais Antoine, connu de tous pour son entêtement qui ne rivalisait qu'avec sa générosité, refusait d'abandonner ce lopin de terre. Après un café léger et un morceau de pain rassis de la veille, il se dirigea vers le champ. Chaque pas sur la terre desséchée résonnait comme une sentence. Les crevasses qui coupaient le sol en motifs irréguliers semblaient les cicatrices d'une bataille perdue contre la nature. Là où verdoyaient autrefois des plantations de maïs, il ne restait plus que les squelettes desséchés de plantes qui n'avaient pas résisté au manque d'eau. Le petit ruisseau qui traversait la propriété, autrefois plein de vie et de mouvement, n'était plus qu'un souvenir humide au fond d'une cicatrice sur la terre. Les dettes s'accumulaient comme des nuages noirs à l'horizon. La banque menaçait de saisir la propriété. Les fournisseurs n'acceptaient plus les promesses de paiement après la récolte et les quelques animaux qui restaient dans l'étable maigrissaient chaque jour. 3 vaches, 2 douzaines de poules et un vieux cheval étaient tout ce qui restait de ce qui avait été un jour un élevage prospère. Ce matin-là, le poids sur la poitrine d'Antoine semblait insupportable. C'était comme s'il portait non seulement ses propres afflictions, mais la souffrance de tous ceux qui l'avaient précédé sur cette terre. Marchant jusqu'au centre de la plantation perdue, il se laissa tomber à genoux. La terre sèche et dure blessa ses genoux, mais cette douleur physique était presque un soulagement comparé à l'angoisse qui lui rongeait l'âme. « Seigneur, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion contenue, je sais que je n'ai pas été le plus dévot des hommes, ni le plus parfait. J'ai commis des erreurs, j'ai eu de l'orgueil, parfois j'ai douté. Mais je n'ai jamais cessé de croire que vous veillez sur nous. Maintenant, mon Dieu, je suis au bout du rouleau. Je n'ai plus nulle part où aller, je n'ai plus la force de lutter seul. » Les larmes qu'il s'était refusé à verser devant sa famille depuis des semaines coulaient maintenant librement sur son visage buriné par le soleil. Chaque goutte qui tombait sur la terre semblait être absorbée avec avidité par le sol assoiffé, comme si même ces larmes étaient insuffisantes pour étancher cette soif ancestrale. Si vous me donnez une chance, juste une chance de recommencer, je fais ici une promesse solennelle. La moitié de tout ce que cette terre produira sera destiné à ceux qui en ont le plus besoin. Je ne garderai pas avec avarice vos bénédictions, mais je les partagerai comme l'eau qui court libre dans la rivière. Seulement, ne me laissez pas perdre tout ce que mes ancêtres ont construit. Ne permettez pas que j'échoue en tant que gardien de cette terre. » En terminant sa prière, il resta agenouillé, la tête basse, comme s'il attendait une sentence. Le vent tiède caressa son visage,
séchant, les larmes qui avaient laissé des traces dans la poussière couvrant sa peau. Un instant, il se sentit ridicule. Un homme adulte à genoux au milieu d'un champ stérile, parlant au ciel implacablement bleu et vide. Mais quelque chose en lui, une étincelle d'espoir qui refusait de s'éteindre, lui disait que ses paroles n'avaient pas été lancées au vent. En se relevant, il ressentit un étourdissement soudain. Le monde tourna un instant et il dut s'appuyer sur ses propres genoux pour ne pas tomber. C'est alors qu'il remarqua. Le vent avait changé. Il ne soufflait plus chaud et sec du nord, mais venait maintenant du sud, apportant avec lui une humidité, presque imperceptible, mais qui pour quelqu'un ayant vécu toute sa vie à observer les signes de la nature, était indubitable. Il regarda l'horizon et vit quelque chose qui n'était pas apparu depuis des mois. Des nuages. Ce n'étaient pas de gros nuages chargés comme ceux qui annoncent les orages, mais de petites formations qui semblaient se rassembler timidement, comme si elles testaient leur propre existence dans le ciel qui était resté si longtemps implacablement dégagé. Ce soir-là, tandis que la famille se réunissait pour le dîner simple, une soupe claire de pommes de terre avec des morceaux de courge et les derniers œufs des poules de la basse-cour, Antoine garda le silence sur sa promesse. Non par honte ou par peur, mais parce qu'il avait appris au fil des ans que les paroles dites au vent se perdent souvent, tandis que les promesses gardées dans le cœur prennent racine profondément. Madeleine, avec la sensibilité de celle qui avait partagé plus de la moitié de sa vie avec le même homme, perçut que quelque chose avait changé. Pas dans les événements extérieurs, qui restaient aussi difficiles qu'auparavant, mais quelque chose dans le regard de son mari, une petite flamme qui avait recommencé à briller là où il n'y avait eu que résignation. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, Antoine? Demanda-t-elle après que les enfants se furent retirés. Julien, l'aîné, était revenu récemment de la grande ville après avoir perdu son emploi dans une usine qui avait fermé ses portes. Il ramenait avec lui non seulement la frustration de l'échec, mais aussi un ressentiment voilé contre son père, qui des années auparavant l'avait supplié de rester et de prendre sa place à la ferme. « Rien de spécial, ma femme, » répondit Antoine, essayant de paraître désinvolte tout en rangeant les quelques ustensiles utilisés pour le repas. « J'ai juste pensé que les choses pourraient peut-être changer. » Madeleine le fixa, méfiante. Elle connaissait trop bien cet homme pour croire que ce n'était qu'un commentaire désinvolte. « Tu as toujours été un piètre menteur, Antoine. Dubois, qu'est-ce que tu as bien pu manigancer aujourd'hui ?» Il sourit, le premier sourire sincère depuis des semaines. « Disons que j'ai eu une conversation importante aujourd'hui. » Avant que Madeleine ne puisse insister, ils furent interrompus par un son qui semblait venir d'un autre monde, tant il était devenu étrange ces derniers mois, le tambourinement de la pluie sur le toit de tôle. D'abord quelques gouttes éparses, comme si le ciel testait la terre, puis, graduellement, une averse constante et ferme. Antoine courut dehors, suivi par Madeleine. Julien et Sophie, attirés par le bruit inhabituel, sortirent également. La scène qui suivit semblait sortie d'un rêve. Toute la famille arrêtée sur la terrasse couverte, observant en silence respectueux l'eau qui tombait abondamment sur la terre sèche. La lumière de la lune qui parvenait à traverser les nuages par endroits donnait à la pluie un aspect presque mystique, comme si chaque goutte était faite d'argent liquide. « C'est un miracle », murmura Madeleine, serrant fort la main de son mari. « Ou juste la fin de la sécheresse », commenta Julien, toujours le plus sceptique, bien que ses yeux trahissent le même émerveillement que les autres. Sophie, qui étudiait l'agronomie à Montpellier et était rentrée à la maison pour les vacances universitaires, fut la première à remarquer quelque chose d'étrange. « Papa », appela-t-elle, pointant vers la propriété voisine, de l'autre côté de la clôture qui délimitait le terrain. « Tu vois ça? À quelques mètres de distance, là où commençait la terre d'Auguste, Bernard, le sol restait sec. La pluie tombait selon une ligne parfaitement délimitée, comme si une main invisible avait tracé les limites de la propriété des Dubois et ordonné aux nuages de respecter cette frontière. Le phénomène dura toute la nuit. La famille, incrédule, observa la pluie tomber exclusivement sur leurs terres pendant des heures, tandis que les propriétés voisines restaient sèches. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, le spectacle surnaturel avait pris fin, mais ses effets étaient visibles sur chaque centimètre de la ferme des Dubois.
La terre autrefois craquelée absorbait maintenant avidement l'humidité, les quelques animaux restants semblaient revigorés, et même l'air que l'on respirait paraissait différent, chargé de promesses. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté. Une pluie qui ne tombait que sur une seule propriété? Il ne fallut pas longtemps pour que les spéculations commencent. Certains voisins, mus par l'étonnement et la curiosité, vinrent vérifier personnellement ce qui s'était passé. D'autres, rongés par l'envie qui accompagne souvent la misère, commencèrent à répandre des rumeurs sur des pactes obscurs et des interventions qui dépassaient les limites de la foi. On dit par ici que l'Antoine a fait un pacte avec le Malan, commenta Madame Jeanne, la commère locale, en achetant du pain à l'unique boulangerie du petit village. Comment expliquer qu'il n'est plus que sur sa terre? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça, mes amis. Lorsque les rumeurs parvinrent aux oreilles de Madeleine, par l'intermédiaire de sa commère venue lui rendre visite sous prétexte de lui emprunter des œufs, son premier instinct fut de protection. Le soir même, tandis qu'Antoine vérifiait pour la 10e fois l'état du sol, encore émerveillé par le miracle de la pluie sélective, elle le confronta. « Antoine, nous devons parler de ce qui s'est passé, » dit-elle, la voix chargée d'inquiétude. « Les gens parlent, ils inventent des histoires. Laisse-les parler, ma femme, répondit-il avec la sérénité qu'il n'avait retrouvée qu'après sa promesse. Celui qui a la conscience tranquille ne craint pas les mauvaises langues. Ce n'est pas si simple, insista Madeleine. Ils disent des choses horribles, que tu as fait un pacte, que tu as vendu ton âme. Ces conversations peuvent nous nuire, mais surtout aux enfants. Julien est déjà méfiant, il pose des questions. Antoine s'assit à la table de la cuisine, passant ses mains sur son visage fatigué. Que suggères-tu que je fasse? Que je nie le miracle que nous avons reçu? Ce n'est pas nier, c'est juste être discret. Nous n'avons pas besoin de crier sur les toits que Dieu a envoyé la pluie juste pour notre terre. Nous pouvons simplement remercier pour la bénédiction et continuer sans attirer l'attention. Cacher la lumière sous le boisseau, murmura Antoine, citant un passage biblique que sa défunte mère avait l'habitude de répéter. Je ne sais pas si c'est ce que Dieu attend de nous, Madeleine. La conversation fut interrompue par l'arrivée inattendue du père Michel, un homme d'une 60aine d'années qui desservait la paroisse locale depuis plus de 2 décennies. Même au plus fort de la sécheresse, lorsque beaucoup avaient perdu la foi, le prêtre avait maintenu sa routine de visite aux familles les plus touchées, apportant non seulement des paroles de réconfort spirituel, mais aussi une aide pratique, sous forme de paniers alimentaires donnés par des fidèles de paroisses plus importantes de la région. « Bonsoir, famille Dubois », salua-t-il en entrant dans la cuisine, après que Madeleine eut ouvert la porte. « J'espère ne pas interrompre le dîner. »« Pas du tout, mon père », répondit Antoine en se levant pour accueillir le visiteur. « C'est toujours un honneur de vous avoir chez nous. » Le prêtre s'assit à table, acceptant le café simple que Madeleine s'empressa de servir. Pendant quelques instants, ils parlèrent de sujets courants. La santé de la communauté, les nouvelles du village, le retour temporaire de Sophie à la maison. Puis, comme si de rien n'était, le religieux aborda le sujet qui l'avait certainement amené jusque-là. « J'ai entendu parler de la pluie d'hier », commenta-t-il, observant attentivement les réactions du couple. Un événement pour le moins inhabituel. Madeleine lança un regard inquiet à son mari, qui respira profondément avant de répondre. « Ce fut une bénédiction, mon père, quelque chose que nous n'attendions pas, mais dont nous sommes immensément reconnaissants. » « J'imagine bien, » acquiesça le prêtre en prenant une gorgée de café. « Mais j'imagine aussi que vous êtes conscient des commentaires qui circulent déjà dans le village. Les mauvaises langues ne se reposent jamais, » intervint Madeleine, incapable de cacher son ressentiment. « Ce n'est pas seulement de la méchanceté, ma fille, » pondéra le prêtre avec gentillesse. « C'est la nature humaine. Face à l'inexplicable, nous cherchons des explications, même si elles sont erronées. » Se tournant vers Antoine, il continua. « Je ne suis pas venu ici pour questionner ou douter. Je suis venu offrir mon soutien et, si vous me permettez l'audace, un conseil. Vous avez toujours été le bienvenu chez nous, mon père, et vos conseils ont toujours été appréciés, » répondit Antoine avec sincérité. « Alors, écoutez un vieil homme qui a vu beaucoup de sécheresse et beaucoup de pluie dans cette région. Quand Dieu accorde une grâce,
Soyons discrets non par honte mais par humility. La vraie foi n'a pas besoin d'annonce, elle se manifeste dans les actes. Après le départ du prêtre, Antoine resta sur la terrasse pendant des heures, contemplant le ciel maintenant dégagé et étoilé. Les paroles du religieux résonnaient dans son esprit, se mêlant à sa propre promesse faite dans le chant. Il décida qu'il suivrait le conseil. Il ne proclamerait pas le miracle aux quatre vents, mais ne le nierait pas non plus. Il laisserait ses actes futurs parler d'eux-mêmes. Le lendemain matin, en examinant le terrain maintenant humide, Antoine tomba sur un homme inconnu arrêté près de la clôture de la propriété. C'était un homme d'un âge avancé, aux cheveux complètement blancs et aux yeux d'un bleu si clair qu'il semblait presque transparent. Il portait des vêtements simples, mais propres, et tenait un sac en tissu délavé par l'usage. « Bonjour », salua Antoine, s'approchant avec curiosité. « Puis-je vous aider ?» L'homme sourit, révélant des dents étonnamment parfaites pour quelqu'un de son âge. « En fait, mon fils, je suis venu voir si je pouvais vous aider. J'étais à l'église hier et j'ai entendu parler de votre situation particulière. Quelque chose dans la manière dont l'étranger parlait, avec une voix mélodieuse qui inspirait une confiance immédiate, fit qu'Antoine baissa la garde qu'il maintenait normalement avec les inconnus. « Et comment pensez-vous pouvoir m'aider, monsieur ?»« Ézéchiel, » répondit l'homme. « Vous pouvez m'appeler Ézéchiel. Et quant à l'aide, j'ai apporté quelque chose qui pourrait être utile. » Plongeant la main dans son sac, il en sortit un livre ancien, relié en cuir usé par le temps, avec des pages jaunies qui trahissaient son âge. Ceci a appartenu à ma famille pendant des générations. C'est un recueil de techniques anciennes, d'irrigation, développées par des peuples qui vivaient dans des régions encore plus arides que celle-ci. Antoine prit le livre avec respect, sentant le poids de l'histoire entre ses mains. « Pourquoi me donnez-vous cela ?» Les yeux clairs d'Ézéchiel semblèrent traverser Antoine, comme s'il pouvait voir au-delà de sa forme physique, directement dans son âme. Disons que je suis quelqu'un qui reconnaît quand une personne est prête à recevoir la connaissance. Le livre ne me sert plus, mais il peut vous aider à tenir votre promesse. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Il n'avait parlé à personne de sa promesse à Dieu, pas même à Madeleine. Comment cet étranger pouvait-il savoir ? « Ne vous effrayez pas, » continua Ézéchiel, comme s'il lisait ses pensées. Parfois, les promesses les plus sincères ont une façon de se faire entendre au-delà des mots prononcés. Avant qu'Antoine ne puisse formuler d'autres questions, ils furent interrompus par l'arrivée de Julien, qui revenait de l'étable après avoir nourri les animaux. En se retournant, pour présenter le visiteur à son fils, Antoine fut surpris de ne trouver que l'espace vide où Ézéchiel se tenait quelques secondes auparavant. Dans ses mains, cependant, restait le livre, preuve concrète que la rencontre n'avait pas été une hallucination. « Avec qui parliez-vous, père ?» demanda Julien, regardant autour de lui, confus. « Un monsieur qui passait visiter, » répondit Antoine, encore abasourdi. Il a dû continuer son chemin pendant que j'étais distrait. Julien haussa les épaules, apparemment désintéressé par le mystère. « Qu'est-ce que c'est dans votre main ?»« Un livre sur les techniques d'irrigation, » répondit Antoine, essayant toujours de digérer l'étrange rencontre. « Allons y jeter un œil ensemble ?» Ce fut la première conversation sincère entre père et fils depuis des années. Assis à l'ombre du vieux chêne qui avait courageusement survécu à la sécheresse, ils passèrent des heures à feuilleter le livre d'Ézéchiel. Les techniques décrites étaient ingénieuses dans leur simplicité. Méthode de captation de l'humidité de l'air, système d'exploitation maximale de l'eau disponible, façon de protéger le sol contre l'évaporation excessive. « C'est incroyable, père », commenta Julien. Son scepticisme habituel momentanément oublié devant la connaissance qui se déployait dans les pages anciennes. Certaines de ces techniques rappellent les méthodes modernes d'irrigation goutte à goutte que j'ai étudiées dans un cours que j'ai suivi en ville, mais avec des matériaux disponibles dans n'importe quelle ferme. Penses-tu que nous pouvons mettre en œuvre quelque chose comme ça ici ? Demanda Antoine, observant l'étincelle d'enthousiasme dans les yeux de son fils, une étincelle qu'il n'avait pas vue depuis que Julien était adolescent, et rêvait encore de moderniser la ferme familiale. Certainement. En fait, je pense que nous pouvons améliorer certains de ces systèmes
en combinant ce savoir traditionnel avec quelques techniques modernes que j'ai apprises. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons avoir un système opérationnel en quelques jours. Ce « travailler ensemble » sonna comme une musique aux oreilles d'Antoine. En 4 jours de travail intense, père et fils construisirent un système ingénieux qui exploitait chaque goutte de la pluie miraculeuse qui était tombée. Utilisant des canisses comme conduits, ils montèrent un réseau qui distribuait l'eau stockée dans des tonneaux stratégiquement positionnés. Le sol fut recouvert de paille et d'autres matières organiques pour minimiser l'évaporation. Et de petits canaux furent creusés en suivant les courbes naturelles du terrain. La 2e semaine après le début des travaux, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les premières jeunes pousses, plantées par Antoine et Julien dans les zones déjà irriguées, commencèrent à germer avec une vigueur surprenante. Ce n'était pas seulement la croissance normale attendue dans des conditions favorables. C'était quelque chose de plus, comme si la terre elle-même était impatiente de produire après la longue période de stérilité forcée. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta Auguste Bernard, voisin d'Antoine depuis des décennies, venu observer le phénomène après avoir entendu les rumeurs qui se propageaient. « J'ai planté du maïs à la même époque que vous, sur ma terre, et ils sortent à peine du sol. Les vôtres ont déjà presque une paume de hauteur. » L'étonnement d'Auguste était partagé par tous ceux qui voyaient les plantations d'Antoine. En moins d'1 mois, ce qui était autrefois un champ stérile s'était transformé en un tapis vert de vie vigoureuse. Le maïs, les haricots et les pommes de terre poussaient à un rythme accéléré. Et même quelques arbres fruitiers qu'Antoine avait plantés expérimentalement, suivant les directives du livre mystérieux, montraient déjà des signes prometteurs. La transformation de la ferme des Dubois commença bientôt à attirer l'attention au-delà des limites de la petite communauté. Des agriculteurs des communes voisines venaient observer le miracle de la croissance accélérée. Certains, mus par une véritable curiosité scientifique, d'autres par une envie mal dissimulée, mais tous impressionnés par ce qu'ils voyaient. Au milieu de tout ce brouhaha, la dynamique familiale des Dubois se transformait également. Julien, qui avait initialement prévu de ne rester que quelques semaines jusqu'à trouver un autre emploi en ville, parlait maintenant de rester définitivement. Ses compétences techniques, combinées au savoir traditionnel de son père, produisaient des résultats qu'aucun des deux n'aurait pu obtenir seul. « J'ai réfléchi, père », commenta-t-il lors d'un déjeuner, alors que la première récolte s'annonçait à l'horizon, bien avant la normale. « Et si nous étendions le système pour couvrir toute la propriété ? Avec l'argent de la première récolte, nous pourrions investir dans plus de matériel. » Antoine échangea un regard significatif avec Madeleine avant de répondre. « Nous devons en parler, mon fils, des plans pour cette récolte. » Ce soir-là, après le dîner, Antoine réunit la famille dans la simple salle de séjour de la maison. Il était temps de partager sa promesse. « Le jour avant la pluie miraculeuse, » commença-t-il, sentant le poids des mots. « J'ai fait une promesse à Dieu. J'ai promis que, s'il me donnait une chance de recommencer, la moitié de tout ce que nous récolterions serait destiné aux nécessiteux. » Un lourd silence suivit la révélation. Julien fut le premier à réagir. « La moitié, père, la moitié de tout, c'est de la folie. Nous sortons à peine de la misère, nous avons encore des dettes à payer, et tu veux donner la moitié de ce que nous produisons ? Julien !» le réprimanda Madeleine, bien que ses yeux montrent également de l'inquiétude. « Non, mère, quelqu'un doit dire l'évidence ici, » continua le jeune homme, la frustration évidente dans chaque mot. « Je ne nie pas l'importance de la charité. Nous savons tous combien Père a toujours aidé les autres, même quand nous avions à peine pour nous. Mais la moitié, en des temps encore si incertains, Sophie, qui était restée silencieuse, jusque-là, intervint avec le calme qui l'avait toujours caractérisé. « Je pense que nous devons considérer le contexte complet avant de juger, Julien. Regarde autour de nous. Notre plantation pousse de manière inexplicable. Nous avons eu de la pluie quand personne d'autre n'en a eu. Tu ne penses pas que cela pourrait être lié à la promesse de Père ? Toi aussi, Sophie, je pensais que l'université t'avait appris à penser de manière critique, pas à croire aux superstitions. Ce n'est pas de la superstition de reconnaître qu'il existe des choses
que la science n'explique pas encore complètement, rétorqua-t-elle fermement. En tant que futur agronome, je peux te dire que ce qui se passe dans notre plantation défie toute explication purement technique. Antoine observait la discussion entre ses enfants avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Inquiétude pour le conflit, mais fierté de voir que tous deux avaient grandi pour défendre leur vision du monde avec passion et éloquence. « Je ne vous demande pas de croire que c'était un miracle », intervint-il finalement, faisant taire la discussion. « Chacun est libre d'interpréter les événements comme il l'entend. Mais j'ai besoin que vous respectiez ma décision. La promesse était la mienne, et la responsabilité de la tenir l'est aussi. Et si nous faisions un compromis ?» suggéra Madeleine, toujours la voix de la modération dans la famille. « Nous commençons par donner une partie plus petite et, à mesure que notre situation se stabilise, nous augmentons progressivement jusqu'à atteindre la moitié ?» Antoine resta silencieux un long moment, réfléchissant. Son premier réflexe fut de rejeter tout compromis. Une promesse était une promesse, mais il comprenait aussi les préoccupations pratiques de sa famille. « Non, » dit-il finalement avec une fermeté tranquille. « Je te remercie de la suggestion, mais je ne peux pas négocier avec Dieu. J'ai vu trop de gens au cours de ma vie essayer de marchander avec le divin, promettant si et quand, posant des conditions. Je ne veux pas être comme ça. La promesse était claire, la moitié pour les nécessiteux, et il en sera ainsi. » La conviction avec laquelle Antoine parla mit fin au débat ce soir-là, bien qu'elle n'ait pas complètement dissipé les inquiétudes. Les jours suivants, Julien garda une certaine distance avec son père. Travaillant en silence dans les champs, son expression fermée témoignant du conflit intérieur qu'il vivait. La première récolte arriva bien avant prévu, dépassant toutes les attentes en quantité et en qualité. Ce qui prendrait normalement des mois à mûrir était prêt en semaines. Les épis de maïs étaient chargés de gros grains sains, les haricots produisaient des gousses en profusion, et même les petits arbres fruitiers montraient déjà les premiers signes de floraison. Chose inexplicable pour leur cycle naturel. Fidèle à sa parole, Antoine sépara la moitié de tout pour la donner. Il organisa la distribution par l'intermédiaire de la paroisse locale, avec l'aide du père Michel, qui, bien que surpris par la générosité, ne posa pas de questions sur ses motivations. Ensemble, ils identifièrent les familles les plus nécessiteuses de la région. Veuves avec de jeunes enfants, personnes âgées sans soutien familial, malades chroniques incapables de travailler. Pendant la distribution des denrées alimentaires, à l'église du petit village, Antoine rencontra Madame Adèle, une veuve de 72 ans qui vivait seule aux alentours de la commune. Contrairement aux autres bénéficiaires, qui recevaient les dons avec des expressions variant de la gratitude à la gêne, elle accepta sa part avec une dignité sereine qui attira l'attention d'Antoine. « Vous ne me connaissez pas, monsieur, » dit-elle après avoir remercié, « mais je connais votre famille depuis des générations. Votre grand-père avait l'habitude d'échanger des semences avec mon défunt mari. » Puis, baissant la voix comme quelqu'un qui partage un secret précieux, elle continua. « J'ai remarqué que vous cultivez des plantes alimentaires conventionnelles. Avez-vous déjà pensé à diversifier avec des herbes médicinales indigènes de la garrigue? J'ai un petit jardin d'herbes qui a résisté même à cette terrible sécheresse, et je peux vous enseigner à leur sujet, si cela vous intéresse. » Cette rencontre fortuite marqua le début d'un partenariat inattendu. Madame Adèle, comme Antoine le découvrit bientôt, était une véritable encyclopédie vivante sur les plantes médicinales locales. Un savoir transmis de génération en génération, perfectionné par l'observation patiente et l'expérience pratique au fil des décennies. Ces herbes ne sont pas seulement des remèdes, expliquait-elle en marchant avec une vigueur surprenante dans les champs de la ferme des Dubois, identifiant des espèces qu'Antoine avait toujours considérées comme de mauvaises herbes. Ce sont des gardiennes, lorsqu'elles sont plantées stratégiquement entre les cultures commerciales. Elles les protègent naturellement contre de nombreux ravageurs et maladies. Sophie, qui avait initialement observé avec un scepticisme académique les explications de la vieille dame, se trouva bientôt fascinée. « C'est incroyable, Madame Adèle. À l'université, nous étudions la lutte biologique contre les ravageurs, mais généralement avec des insectes prédateurs. Je n'avais jamais pensé à utiliser une approche botanique aussi intégrée.
La sagesse ancienne et la science moderne ne sont pas ennemies, ma fille, répondit la dame avec un sourire énigmatique. Elles sont comme les deux mains d'un même corps, chacune a sa force, et ensemble elles peuvent construire des merveilles. Avec les conseils de Madame Adèle, Antoine commença la culture d'herbes médicinales parmi les plantations conventionnelles. Le système non seulement réduisit considérablement l'incidence des ravageurs, mais ouvrit également une nouvelle possibilité de revenus, la production et la vente de remèdes naturels. Nous pourrions créer une petite gamme de produits médicinaux, suggéra Julien, qui se réconciliait progressivement avec la décision de son père concernant les dons à mesure qu'il voyait la prospérité de la ferme augmenter malgré ou peut-être à cause de sa générosité. Je peux m'occuper de la partie commerciale pendant que vous vous concentrez sur la culture et la préparation. Le petit commerce de remèdes naturels prospéra rapidement, attirant des clients non seulement de la communauté locale, mais aussi des villages voisins. La renommée des herbes cultivées sur la ferme Bénie, comme les gens commençaient à appeler la propriété des Dubois, se répandit dans toute la région. Les gens rapportaient des guérisons presque miraculeuses pour des problèmes de santé chronique, ce qui ne faisait qu'augmenter la demande pour les produits. Au début du second semestre de cette première année miraculeuse, alors que la prospérité de la famille Dubois était déjà indéniable malgré les circonstances défavorables qui affectaient encore la région, une nouvelle menace apparut. Des représentants d'Agri-France, une grande entreprise agricole basée à Paris, se présentèrent à la ferme avec une proposition d'achat. « Monsieur Dubois », commença le docteur Ricardo, un homme en costume impeccable et au sourire étudié, « notre entreprise est intéressée par l'expansion de ses opérations dans cette région et votre propriété est stratégiquement située pour nos plans. » L'offre financière était tentante, une valeur bien supérieure au marché, paiement comptant, et la promesse d'emploi pour tous les membres de la famille dans la nouvelle opération, s'ils le souhaitaient. « Je vous remercie de votre intérêt. »« Docteur », répondit Antoine avec le même calme qu'il avait acquis depuis le jour de la pluie miraculeuse. « Mais cette terre n'est pas à vendre. À aucun prix. » Le refus ne fut pas bien accueilli. Les jours suivants, d'autres tactiques moins amicales commencèrent à être employées. Des rumeurs sur la contamination des produits des Dubois furent répandues dans la région. L'accès à l'eau du ruisseau qui avait recommencé à couler fut contesté juridiquement, et même des menaces voilées furent proférées par des intermédiaires locaux. La pression augmenta considérablement lorsque des techniciens de l'entreprise, déguisés en acheteurs intéressés par les produits médicinaux, réussirent à obtenir des échantillons du sol de la ferme et découvrir quelque chose d'inhabituel dans sa composition. Un équilibre minéral rare qui, combiné aux techniques de culture employées par Antoine, produisait des résultats extraordinaires, sans nécessité d'intrants chimiques ou de modifications génétiques. La découverte transforma l'intérêt commercial en obsession. Agri-France ne voulait pas seulement la terre. Elle voulait le secret de sa productivité exceptionnelle, un secret qui pourrait valoir des millions sur le marché de l'agriculture biologique. « Ils n'abandonneront pas facilement, père », avertit Julien lors d'une réunion familiale d'urgence. Des entreprises comme celle-là ont des ressources quasi illimitées et de l'influence à tous les niveaux. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Madeleine, l'inquiétude vieillissant son visage déjà marqué par des années de dur labeur. Antoine resta silencieux un long moment, le regard fixé sur la fenêtre, observant les champs verdoyants qui s'étendaient au-delà. Finalement, il se tourna vers sa famille avec une lueur de détermination dans les yeux. « Nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais, peu importe l'argent et le pouvoir qu'ils possèdent, » dit-il avec conviction. « Nous avons un savoir qui ne peut être acheté, une combinaison unique de sagesse ancienne, de techniques modernes et quelque chose de plus, quelque chose que même nous ne comprenons pas complètement. »« C'est ça !» s'exclama soudain Sophie comme si elle avait eu une révélation. « Et si nous partagions ce savoir, pas avec Agri-France, mais avec d'autres petits agriculteurs de la région ?»« Comment ça ?» questionna Julien en fronçant les sourcils. « La fête de la Saint-Jean approche, » expliqua Sophie, l'enthousiasme grandissant dans sa voix. « Ce sera le plus grand rassemblement d'agriculteurs locaux de l'année. Et si nous profitions de l'occasion pour partager ouvertement nos méthodes de culture ?
plus il y aura de gens qui connaîtront et mettront en œuvre des techniques similaires, moins. Notre secret aura de valeur exclusive pour AgriFrance, compléta Antoine, un lent sourire se formant sur son visage. Julien, cependant, ne partageait pas l'enthousiasme. Vous suggérez que nous livrions sur un plateau notre avantage concurrentiel, tout ce qui nous a permis de sortir de la misère et de reconstruire notre vie? Ce n'est pas livré, mon fils, corrigea Antoine avec douceur. C'est partagé. Comme les semences qui, une fois plantées, ne diminuent pas mais se multiplient. La fête de la Saint-Jean de la communauté de Saint-Martin-des-Roches avait toujours été un événement modeste. Mais cette année-là, avec la présence de la famille Dubois et l'annonce qu'Antoine partagerait ses méthodes de culture, elle attira des agriculteurs de toute la région, autour du feu de joie traditionnel, tandis que les enfants dansaient et que les adultes savouraient des spécialités locales, se forma un cercle de discussion qui allait changer le destin de nombreuses familles. Avec simplicité et honnêteté, Antoine expliqua les techniques d'irrigation, le système de culture associé aux herbes médicinales et les méthodes de préparation du sol qu'ils avaient adoptées. Il montra des dessins du livre mystérieux d'Ézéchiel, complétés par les connaissances techniques de Julien et les contributions scientifiques de Sophie. À ses côtés, Madame Adèle partageait des détails sur les propriétés des plantes locales et comment les utiliser pour protéger les cultures commerciales. Auguste Bernard, le voisin qui avait initialement observé avec scepticisme le succès soudain des Dubois, fut l'un des premiers à se manifester après l'explication. « Pourquoi nous racontes-tu tout ça, Antoine? Pourquoi ne pas garder pour toi ce que tu as découvert ?» La question fit taire le cercle d'agriculteurs. Tous les regards se tournèrent vers Antoine, qui semblait presque embarrassé par l'attention. « Parce que je crois que le savoir, comme l'eau, ne doit pas être retenu, » répondit-il après un moment de réflexion. « Il doit couler librement, bénéficiant à tous sur son passage. Ce que nous avons reçu n'était pas seulement pour nous. » Ces mots simples, dits sans aucune prétention de grandeur, touchèrent profondément les présents. Un par un, les agriculteurs commencèrent à partager leurs propres expériences, difficultés et petits succès. Ce qui avait commencé comme une conférence se transforma en un véritable échange de savoir, se prolongeant tard dans la nuit. En rentrant chez eux dans la charrette, sous le ciel étoilé qui semblait bénir cette nuit spéciale, Julien verbalisa enfin ce qu'il ruminait dans son cœur. « J'étais contre toi quand tu as décidé de donner la moitié de la récolte, père. Je pensais que c'était un idéalisme naïf qui nous ramènerait à la misère. Ensuite, je me suis opposé à l'idée de partager nos méthodes, craignant de perdre notre avantage concurrentiel. Les 2 fois, tu as suivi ce que tu croyais juste, et les 2 fois, les résultats ont prouvé que tu avais raison. » Antoine passa son bras autour des épaules de son fils dans un geste qu'il n'avait pas fait depuis que Julien était enfant. « Ce n'est pas une question de juste ou de faux, mon fils. C'est une question de foi, pas seulement en Dieu, mais en l'abondance de la vie. La vraie pénurie n'est pas dans la terre ou dans le ciel, mais dans le cœur fermé par la peur. » Ceci, moment marqua non seulement la réconciliation définitive entre père et fils, mais aussi la naissance de ce qui allait devenir la coopérative des petits agriculteurs de Saint-Martin-des-Roches. Initialement une association informelle de familles, mettant en œuvre les techniques partagées par Antoine, elle gagna progressivement en structure et en force, devenant une barrière efficace contre les pressions d'AgriFrance et d'autres entreprises qui tentaient de monopoliser les terres de la région. Avec le soutien technique continu des Dubois, d'autres propriétés commencèrent à présenter des améliorations significatives de leur productivité, bien qu'aucune n'atteignît les résultats extraordinaires de la ferme originale. Ce fait ne faisait que renforcer la croyance locale qu'il y avait quelque chose de véritablement miraculeux dans ce lopin de terre spécifique, quelque chose qui allait au-delà des techniques et des connaissances humaines. Au plus fort de la 2e récolte, un événement météorologique extrême secoua la région. Une tempête dévastatrice, avec des vents arrachant les arbres et de la grêle de la taille d'œufs de caille, détruisit plusieurs plantations voisines. Cependant, à l'étonnement de tous, la ferme des Dubois ne subit que des dégâts superficiels. Les plantes semblaient se courber sous le vent sans se briser, et le système d'écoulement de l'eau mis en place par Julien
dispersa efficacement l'excès de pluie, évitant l'inondation qui avait détruit d'autres cultures. Cet événement divisa encore plus les opinions dans la communauté. Pour certains, c'était la confirmation définitive d'une intervention divine. Pour d'autres, juste une preuve supplémentaire que les Dubois possédaient des connaissances agricoles supérieures, leur permettant de mieux se préparer aux adversités. Pour les plus envieux et superstitieux, cependant, cela renforçait la suspicion de pactes obscurs. La tempête représenta la première crise sérieuse pour la coopérative nouvellement formée. Plusieurs membres, dévastés par les pertes et effrayés par l'intensité de l'événement, cédèrent aux pressions d'Agri-France, qui réapparut en offrant une aide d'urgence en échange de contrats d'exclusivité ou de vente directe des propriétés. Une assemblée générale extraordinaire fut convoquée à l'église locale. Le climat était au découragement et à la méfiance lorsqu'Antoine prit la parole. « Je comprends la peur et le désespoir que vous ressentez », commença-t-il, regardant dans les yeux chacun des présents. « Il y a 1 an, j'étais à genoux, au milieu du champ sec, sans espoir, prêt à tout abandonner. Je sais ce que c'est que de regarder la destruction et de penser qu'il n'y a pas d'issue. » Un murmure parcourut la petite assemblée. Beaucoup se souvenaient de l'Antoine d'avant le miracle, un homme brisé par l'adversité, portant le poids de l'échec sur ses épaules courbées. « Mais j'ai découvert quelque chose ce jour-là, » continua-t-il. « J'ai découvert que la vraie force ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence d'un but. Et notre but ici, en tant que communauté, va bien au-delà de nos propriétés individuelles. Nous construisons un avenir où nos enfants pourront prospérer sans avoir à abandonner la terre que nous aimons. » Regardant Julien, qui suivait le discours de son père avec une fierté mal dissimulée, Antoine annonça sa décision. « C'est pourquoi j'offre mes économies pour aider à la reconstruction. Non pas comme un prêt, mais comme un investissement dans notre avenir partagé. » L'offre d'Antoine, utiliser pratiquement toutes ses réserves financières pour aider les voisins à reconstruire leurs plantations, choqua tout le monde, y compris sa propre famille, qui n'avait pas été consultée au préalable. Mais, avant que Madeleine ou les enfants ne puissent exprimer une quelconque objection, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Auguste Bernard, le voisin qui avait perdu presque toute sa récolte de maïs dans la tempête, se leva lentement. C'était un homme de peu de mots, connu pour sa méfiance et sa réticence à participer aux initiatives communautaires. « Je ne peux pas accepter votre argent, Antoine, » dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Mais j'accepte votre aide pour reconstruire, si elle est accompagnée de votre savoir. Et je promets que, lorsque ma terre recommencera à produire, j'aiderai un autre voisin en difficulté, comme vous le faites maintenant. » Un par un, d'autres agriculteurs se levèrent, refusant l'aide financière, mais s'engageant dans un système d'entraide. Pratique traditionnelle de la culture rurale française, où tous s'unissent pour travailler sur la propriété de chaque famille, de manière rotative, jusqu'à ce que toutes soient rétablies. Cette nuit-là marqua la véritable naissance non seulement d'une coopérative, mais d'une communauté unie par des valeurs dépassant l'intérêt économique immédiat. Les jours suivants, des groupes de travail formés de familles entières se déplaçaient d'une propriété à l'autre, reconstruisant des serres, replantant des zones dévastées, mettant en place des systèmes de protection contre de futures tempêtes. L'esprit de solidarité se répandit comme une traînée de poudre. Des familles qui avaient vécu en voisine pendant des décennies sans vraiment se connaître, partagèrent maintenant repas, histoires et rêves. Les anciennes rivalités furent oubliées, les dettes morales pardonnées, et même les plus sceptiques, quant au miracle des Dubois, reconnaissaient que quelque chose d'extraordinaire se passait dans la communauté. Sinon, un miracle divin, certainement un miracle humain de coopération et de résilience. Au début de la 2e année, alors que la reprise montrait déjà des résultats prometteurs, un événement inattendu attira de nouveau l'attention sur la ferme des Dubois. Une équipe de reportage de la télévision régionale, produisant une série sur les innovations agricoles durables, vint documenter les techniques mises en œuvre sur la propriété. Le reportage, diffusé aux heures de grande écoute, présenta Antoine non pas comme un récepteur passif d'un miracle, mais comme un innovateur qui combinait sagesse traditionnelle et pratiques modernes d'agriculture régénérative. L'exposition,
médiatique fut une arme à double tranchant. D'une part, elle apporta des opportunités commerciales significatives à la coopérative, ouvrant des portes vers des marchés qui semblaient auparavant inaccessibles aux petits producteurs ruraux. D'autre part, elle intensifia le harcèlement d'Agrifrance et d'autres entreprises qui voyaient maintenant non seulement de la valeur dans la terre, mais aussi un potentiel marketing dans l'histoire de dépassement de la famille Dubois. Devant les caméras et l'attention soudaine, Antoine se sentit mal à l'aise. Ce n'était pas un homme qui cherchait la reconnaissance ou la célébrité, et il craignait que l'exposition ne puisse en quelque sorte compromettre l'authenticité de son parcours et de sa promesse à Dieu. « Je ne me sens pas à l'aise avec ça », confia-t-il à Madeleine le soir après la première diffusion du reportage, qui avait généré une avalanche d'appels et de visites. « On dirait que nous nous éloignons du but initial. » « Quel but, Antoine ? La promesse de don, nous la tenons fidèlement à chaque récolte. »« Ce n'est pas seulement ça, répondit-il, cherchant des mots pour exprimer ce qu'il ressentait. C'est comme si nous commencions à croire que le miracle était notre œuvre, pas celle de Dieu. Que notre succès vient seulement des techniques, du savoir, du travail. Et ce n'est pas le cas ? Questionna Madeleine avec gentillesse. Dieu ne travaille-t-il pas aussi à travers le savoir qu'il a mis à notre portée, à travers le travail de nos mains ? La conversation fut interrompue par l'arrivée inattendue de Sophie, revenue par surprise de Montpellier, où elle terminait sa dernière année d'agronomie. Elle apportait avec elle non seulement la joie de sa présence, mais aussi des nouvelles qui allaient ébranler la compréhension de la famille sur le miracle qui avait transformé leur vie. « Père, mère », annonça-t-elle après les embrassades, et les célébrations initiales, « j'ai quelque chose à vous montrer. » De son sac à dos, elle sortit un rapport volumineux. « Ceci est mon projet de fin d'études. J'ai utilisé des échantillons du sol de notre ferme pour analyse, avec la permission de mon professeur directeur. » À mesure que Sophie expliquait ses découvertes, Antoine ressentait un mélange de fascination et d'inquiétude. Selon les analyses de laboratoire, le sol de la propriété contenait une composition minérale rare, des concentrations inhabituelles de certains oligo-éléments qui, lorsqu'ils étaient correctement hydratés, créèrent des conditions exceptionnellement favorables au développement végétal. En termes simples, conclut Sophie après l'explication technique, notre sol est spécial. Il l'a toujours été. La sécheresse n'a fait que masquer son potentiel. Et la pluie, combinée aux techniques que nous avons mises en œuvre, a libéré ses propriétés extraordinaires. Un lourd silence suivit la révélation. Julien fut le premier à le verbaliser. Alors, ce n'était pas un miracle, juste de la science que nous ignorions? Sophie hésita avant de répondre. La science explique le comment, pas le pourquoi. Pourquoi la pluie est-elle tombée uniquement sur notre propriété ce jour-là? Pourquoi avons-nous trouvé le livre avec des techniques parfaitement adaptées à notre type de sol? Pourquoi avons-nous rencontré Madame Adèle exactement quand nous avions besoin de son savoir sur les plantes locales? Antoine se leva brusquement et sortit de la maison sans dire un mot. Il marcha à travers la propriété sous le ciel étoilé, son cœur en tumulte. L'explication scientifique de Sophie ébranlait-elle sa compréhension de ce qu'il avait vécu? Diminuait-elle d'une quelconque manière l'intervention divine qu'il croyait avoir reçue? Le lendemain, alors que la famille se préparait pour une nouvelle journée de travail, une nouvelle crise se présenta. La source d'eau qui alimentait le système d'irrigation de la propriété, réapprovisionnée régulièrement depuis la pluie miraculeuse, commençait à montrer des signes d'épuisement. La sécheresse qui continuait à sévir dans la région, bien que moins sévère que l'année précédente, atteignait finalement aussi la ferme des Dubois. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté, ramenant de vieilles peurs. Si même la ferme bénie n'était pas à l'abri de la sécheresse, quel espoir restait-il pour les autres? L'anxiété était palpable lors de la réunion d'urgence de la coopérative, convoquée pour discuter des stratégies de limitation. Tandis que Julien présentait de possibles solutions techniques, utilisant des graphiques et des calculs élaborés à la hâte, Antoine restait étrangement calme. Quand vint son tour de parler, il surprit tout le monde par son approche. « L'eau s'épuise », commença-t-il simplement. « Nos calculs, notre technologie, notre savoir collectif, tout cela nous dit que nous faisons face à une crise sérieuse. Devant ce fait,
Je propose quelque chose qui peut paraître étrange à certains, que nous prions ensemble, non pas en remplacement des mesures pratiques que mon fils et d'autres ont proposées, mais en complément. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres acquiesçaient en silence. « Je ne vous demande pas de croire ce que je crois », continua Antoine. « Juste que nous reconnaissions qu'il existe des forces plus grandes que nous dans l'univers, quel que soit le nom que nous leur donnons. Et que parfois, lorsque nous atteignons la limite de nos capacités, il faut s'ouvrir à des possibilités, au-delà de notre compréhension. Ce soir-là, un groupe diversifié se réunit au centre de la ferme des Dubois. Catholiques fervents et sceptiques déclarés, jeunes éduqués en ville et anciens qui n'avaient jamais quitté la commune. Tous unis par le besoin commun d'eau et par l'espoir timide d'un nouveau miracle. La prière, dirigée non par Antoine, mais par le partenariat surprenant entre le père Michel et madame Adèle, qui incorpora des éléments de la spiritualité de ses ancêtres, dura plus d'1 heure. À la fin, il n'y eut aucune manifestation spectaculaire, ni pluie soudaine, ni nuages à l'horizon, juste le silence respectueux de personnes qui avaient partagé un moment de vulnérabilité et de connexion. Le lendemain matin, des travailleurs, qui creusaient pour agrandir le système de captage d'eau, firent une découverte surprenante. À quelques mètres sous la surface, une source souterraine jaillissait en abondance d'une eau cristalline. La nappe phréatique, bien que modeste par rapport aux grandes réserves hydriques, était plus que suffisante pour approvisionner la propriété des Dubois et fournir encore de l'eau à d'autres familles de la coopérative. La découverte raviva le débat sur les miracles et les coïncidences, la foi et la science. Sophie, avec ses connaissances techniques, expliquait que l'existence de la nappe phréatique était parfaitement naturelle, résultat de la géologie locale et du régime historique des précipitations dans la région. Le père Michel, lui, voyait dans la découverte la réponse divine aux prières de la communauté, tandis que madame Adèle parlait de la sagesse ancestrale d'écouter la terre pour trouver l'eau cachée. Pour Antoine, cependant, la discussion avait perdu de son importance. Miracle ou coïncidence, intervention divine ou hasard, le résultat pratique était le même, une nouvelle opportunité de servir la communauté. La découverte de la source inspira le projet communautaire le plus ambitieux jusqu'alors. Un système de distribution d'eau qui bénéficierait à plusieurs propriétés. Utilisant les connaissances techniques de Julien et d'autres jeunes de la coopérative, combinées à l'expérience pratique des agriculteurs plus âgés, la communauté entreprit la construction d'un réseau de canaux, de réservoirs et de canalisations qui révolutionnerait l'agriculture locale. Le projet, qui dans des conditions normales aurait pris des mois à être mis en œuvre, fut achevé en semaines grâce au système d'entraide. Des familles entières travaillaient côte à côte, partageant non seulement l'effort physique, mais aussi des histoires, des savoirs et des rêves pour l'avenir. Lorsque le système entra finalement en service, bénéficiant directement à 12 propriétés et indirectement à toute la communauté, la célébration fut spontanée. Sur la cour de la maison des Dubois, avec des tables improvisées s'étendant, à perte de vue, eut lieu un banquet communautaire, où chaque famille apporta ce qu'elle avait de meilleur à partager. Au milieu des rires, de la musique et des conversations animées, Antoine s'assit à l'écart un moment, observant la transformation qui s'était opérée non seulement sur sa terre, mais surtout chez les gens. Il vit Julien, qui un jour ne rêvait que de s'échapper vers la grande ville, maintenant passionnément impliqué dans le développement rural durable. Il observa Sophie, équilibrant son savoir académique avec la sagesse traditionnelle qu'elle avait autrefois méprisée, travaillant côte à côte avec madame Adèle à l'amélioration des remèdes naturels. Il contempla Madeleine, dont l'inquiétude, constante pour la survie de la famille, avait cédé la place à une sérénité qui rajeunissait son visage marqué par les années. À ses côtés, de manière inattendue, se matérialisa une figure familière. Le vieil Ézéchiel, avec ses cheveux blancs et ses yeux bleus transparents, portant les mêmes vêtements simples qu'1 an auparavant. « Satisfait des résultats de votre promesse ?» demanda l'ancien avec un sourire énigmatique. Antoine ne montra aucune surprise face à l'apparition soudaine, comme s'il l'attendait d'une certaine manière là, à ce moment précis. « Vous saviez, n'est-ce pas? Pour le sol spécial,
Pour la nappe phréatique, Ézéchiel haussa légèrement les épaules. Savoir est un mot fort. Disons que je soupçonnais les possibilités. Le potentiel a toujours été là, attendant juste les conditions adéquates pour s'épanouir. Comme chez les gens, commenta Antoine, regardant la communauté réunie en célébration. Exactement, acquiesça le vieil homme avec une lueur d'approbation dans le regard. Le véritable miracle, mon ami, n'a pas été la pluie qui est tombée seulement sur votre terre, ni le livre qui est arrivé entre vos mains, ni même la découverte de la nappe phréatique au moment exact du besoin. Non, non, le véritable miracle a été la transformation qui s'est produite ici, dit Ézéchiel en touchant légèrement la poitrine d'Antoine, sur le cœur. Et ici, continua-t-il, en faisant un geste vers les gens alentour, ce qui a commencé comme une promesse individuelle, s'est converti en un mouvement de solidarité qui a renouvelé non seulement la terre, mais surtout les personnes et leurs relations. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, ils furent interrompus par Julien, qui s'approcha avec animation. « Père, il faut que tu vois ça. » Auguste a eu une idée incroyable pour étendre le système d'irrigation jusqu'aux propriétés de l'autre côté de la vallée. En se retournant pour présenter Ézéchiel à son fils, Antoine ne trouva que l'espace vide où l'ancien s'était tenu quelques secondes auparavant. Comme la première fois, le vieil homme avait disparu sans laisser de traces, mais la sagesse de ses paroles demeurait. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette première prière désespérée dans le champ stérile. La ferme des Dubois, non, seulement prospérait, mais était devenue un modèle d'agriculture durable pour toute la région. La coopérative, renforcée par le dépassement collectif des adversités, avait décroché un contrat important avec des acheteurs de produits biologiques des grands centres urbains, garantissant la stabilité financière des familles impliquées. AgriFrance, après des mois de tentatives frustrées d'acquérir des propriétés dans la région, avait finalement abandonné ses plans d'expansion locale, se concentrant sur des zones moins résistantes. Son départ fut célébré discrètement par la communauté, non pas comme une victoire sur un ennemi, mais comme la confirmation qu'ils avaient choisi le bon chemin, celui de la coopération plutôt que de la compétition, de la durabilité plutôt que du profit immédiat. Par une après-midi dorée d'automne, Antoine contemplait ces champs verdoyants depuis le même endroit où, 2 ans auparavant, il était tombé à genoux, désespéré. La transformation était complète et profonde. Là où il n'y avait eu que de la terre craquelée par la sécheresse, diverses cultures poussaient maintenant en harmonie. Maïs, haricots, pommes de terre et des dizaines de variétés d'herbes médicinales, toutes prospérant sans l'utilisation de pesticides chimiques ou d'engrais artificiels. Au loin, des enfants jouaient entre les plantations, leur rire porté par le vent doux qui agitait légèrement les feuilles. Des groupes d'agriculteurs se réunissaient à l'ombre des arbres fruitiers, discutant avec animation des préparatifs de la fête annuelle de la récolte, qui promettait cette année-là d'être la plus grande jamais organisée dans la communauté. Sa ferme, qui produisait maintenant le double des autres propriétés de la région, était devenue le symbole de la façon dont la foi, accompagnée de travail acharné, de générosité et de sagesse, peut transformer la pénurie en une abondance qui profite à tous. Mais Antoine savait, dans son cœur, que la véritable récolte ne résidait pas seulement dans les fruits de la terre, mais dans les fruits de l'esprit qui avait germé dans toute la communauté. Solidarité, coopération, espoir et une foi renouvelée, non seulement dans le divin, mais dans la capacité humaine de transformation. La promesse faite ce jour de désespoir avait été bien plus qu'un simple accord avec Dieu. Elle avait été le premier pas d'un voyage de découverte du véritable sens de l'abondance. Une abondance qui, comme il l'avait appris, ne diminue pas lorsqu'elle est partagée, mais se multiplie. Tout comme les semences qui, lancées à la terre avec foi et confiance, reviennent au centuple.